Je vous emmène aujourd'hui en promenade au château de Versailles afin de visiter l'exposition Louis XV, Les Passions d'un roi, exposition qui s'est tenue à Versailles à l'automne 2022 pour marquer le tricentenaire du sacre du roi et le tricentenaire du retour de la cour à Versailles. L'exposition de Louis XV était une belle exposition, comme c'est souvent le cas au château de Versailles, et cette exposition pouvait être envisagée de trois façons différentes. D'un côté, elle permettait de mettre en lumière le règne et la personne du souverain, un personnage qui est souvent compris de façon sommaire, voire superficielle, alors que c'est le seul roi de France qui soit né et mort à Versailles. Son prédécesseur, son arrière-grand-père, Louis XIV, est bien mort à Versailles, mais il n'y était pas né, et son successeur, son petit-fils, Louis XVI, est bien né à Versailles, mais il n'y est pas mort. Donc, une exposition intéressante, ne serait-ce que pour cette raison strictement factuelle, donc le tricentenaire du sacre du roi. Un deuxième aspect intéressant aussi pour cette exposition, c'était qu'elle rassemblait au château de Versailles de beaux objets qui étaient bien mis en scène, et donc on pouvait respirer, si l'on peut dire, un petit peu du parfum de la vie à Versailles au XVIIIe siècle, ou avoir une petite idée de l'atmosphère qui pouvait y régner au XVIIIe siècle. Et puis l'exposition aurait pu être aussi l'occasion d'esquisser un portrait historique de Louis XV, ce personnage qui meurt le 10 mai 1774, c'est-à-dire 15 ans à peine, presque jour pour jour, avant le déclenchement de la Révolution française. Alors l'exposition était donc variée, intéressante, belle, et elle commençait par une sorte de mise en scène de l'originalité des débuts du règne de Louis XV. Louis XV est le successeur de Louis XIV. Le règne commence le 1er septembre 1715, à la mort de Louis XIV. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, le nouveau roi est un enfant âgé de 5 ans. Et le problème pouvait être compris à partir de cette peinture qui était présentée dès l'entrée dans l'exposition. Une peinture qui avait été autrefois attribuée à Nicolas de Largillière et qui est maintenant surtout attribuée à son entourage, son atelier. C'est une peinture très étrange. C'est une peinture qui est conservée à Londres dans la collection Wallace. Et donc, le règlement de la succession Wallace fait que les tableaux conservés à Londres ne peuvent pas bouger. Ce tableau a été acheminé jusqu'à Versailles parce qu'il devait sortir afin d'être restauré. On a donc profité de l'occasion pour le montrer. C'est une peinture très étrange parce qu'elle le montre, en somme, 4 personnages masculins, parce que le jeune enfant qui est là, c'est un garçon, il est très jeune, il est encore aux femmes, comme on dit. Il est tenu en lisière par sa gouvernante, madame de Ventadour. Donc 4 personnages masculins flanqués de 2 bustes. On a ici le buste d'Henri IV et là le buste de Louis XIII, et donc une dame vêtue de noir qui est la duchesse de Ventadour. La duchesse de Ventadour qui était la gouvernante, on pourrait dire, du jeune Louis XV. Alors c'est une peinture étrange parce qu'elle montre une dame, certes de la haute aristocratie, mais enfin une dame en présence de 4 personnes royales. Et ça, selon les règles de l'étiquette, cela paraît difficilement compréhensible. Donc il faut interpréter en somme ce que l'on voit. On voit donc la duchesse de Ventadour tenant en lisière le jeune enfant, le jeune enfant qui arbore le ruban bleu de l'ordre du Saint-Esprit, c'est le jeune enfant roi. Ce jeune enfant roi est pointé du doigt par le personnage assis sur le fauteuil qui est le roi Louis XIV. Derrière le roi Louis XIV, accoudé au fauteuil, ce personnage vêtu de bleu qui est le fils de Louis XIV, qui est le dauphin, le prince héritier, pendant une bonne partie du règne de Louis XIV. Mais le dauphin meurt en 1711. Et donc son successeur en tant que dauphin, c'est son fils aîné, qui est là, le duc de Bourgogne, qui devient donc le nouveau dauphin en 1711, avant de mourir lui-même en 1712. Et donc un autre dauphin succède à ce second dauphin, à ce deuxième dauphin, c'est son fils aîné, qui meurt lui aussi en 1712. Et donc c'est le fils cadet, le jeune duc d'Anjou, que l'on voit là, qui devient en 1712 le troisième dauphin, quatrième même si on regarde bien, le quatrième dauphin, et qui sera le successeur de Louis XIV. Par conséquent, ce que montre la scène, ce ne sont pas
4 personnes royales vivantes, c'est une personne royale vivante, le jeune roi Louis XV, qui est protégé par sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. On peut penser que la toile a été commandée par la duchesse de Ventadour, sans doute vers la fin de l'année 1715, probablement. Et donc, c'est comme ça qu'on peut maintenant comprendre cette toile. En tout cas, c'était l'occasion de montrer, de rappeler aussi les particularités des débuts de la vie de Louis XV. C'est un roi sans famille. Il n'a pas de parents, il n'a pas de frères, pas de sœurs, pas de cousins, direct tout au moins. C'est un personnage qui est donc roi à l'âge de 5 ans. Dès sa tendre enfance, en somme, il est entouré de courtisans et il est constamment en représentation. Alors, sans faire de la psychologie sommaire, on peut penser quand même que cela a dû influer sur la constitution de la personnalité du souverain, probablement. Et donc nous pouvons, dans une première partie, nous pouvons esquisser le portrait de l'homme Louis XV. Louis XV devient donc roi à l'âge de 5 ans. Par conséquent, l'éducation du roi va être une affaire d'État. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un personnage accéder au trône à l'âge de 5 ans, ça a été le cas de Louis XIV aussi. Mais à l'époque de Louis XIV, donc à la fin des années 1630, la situation politique en France était troublée, les conditions de l'éducation du roi étaient plus difficiles. Peut-être qu'on ne portait pas sur la question de l'éducation, tout au moins en France, le même regard que ce que l'on fera par la suite. Ce qui a été vrai en 1638 ou dans les années qui suivent, ne l'est pas en tout cas en 1710 et 1715. C'est-à-dire que la question de l'éducation de Louis XV est une question, c'est une affaire d'État, il n'y a pas d'autre mot. Une affaire d'État qui pouvait être rappelée par ce petit objet, c'est un petit tableau mécanique avec un mouvement d'horlogerie, on pourrait dire, qui permet de faire défiler sur l'écran, en quelque sorte, faire défiler des scènes peintes sur cuivre, 4 scènes qui pouvaient alterner et qui montraient précisément l'éducation de Louis XV. Ici, on a une leçon de danse qui lui est donnée, une leçon de danse, leçon de maintien. C'est évidemment tout à fait important pour un personnage qui sera en représentation toute sa vie. Il y a une leçon d'équitation aussi qui lui est donnée et surtout une leçon de science. Ce panneau de la leçon de science est connu depuis longtemps et il est conservé au musée Carnavalet à Paris. On voit le jeune Louis XV donc assis dans le fauteuil, une sorte de trône si on peut dire, et autour de lui, des objets qui évoquent ce dont il est question. Il y a des cartes de géographie, il y a des instruments de physique, de géométrie, il y a un globe terrestre. Bref, c'est la leçon de science qui est donnée au jeune roi par le personnage debout près de la table. C'est l'évêque de Fréjus, monseigneur de Fleury, qui est le précepteur de Louis XV, qui sera par la suite son ministre et qui sera élevé à la dignité de cardinal, le cardinal de Fleury. Derrière le fauteuil, accoudé au fauteuil, le duc de Villeroy, qui est le gouverneur de Louis XV. Louis XV est passé aux hommes, il a quitté les lisières de la duchesse de Ventadour, et donc c'est le duc de Villeroy qui encadre en quelque sorte l'éducation de Louis XV. Et au centre du tableau, arborant le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit, c'est le régent, Philippe d'Orléans, qui exerce le pouvoir durant la minorité de Louis XV. Donc, l'éducation du roi, une affaire d'État, l'éducation de l'enfant roi, en fait, une affaire d'État, et elle est menée de manière extrêmement attentive et très soignée. On peut dire que Louis XV a été, de tous les rois de France, celui qui a reçu la meilleure formation. Une formation qui l'a beaucoup influencé. Il écrit, il lit le latin, l'italien, et d'autres langues, peut-être. C'est un personnage qui lit par lui-même. C'est ce qui va beaucoup frapper ses contemporains. Il n'emploie pas de lecteur. Il lit beaucoup. Pas beaucoup d'activités que l'on puisse mener, en fait, au XVIIIe siècle, hein, pas d'écran à l'époque. Et donc, il lit beaucoup, mais il lit personnellement. Il n'emploie pas de lecteur, enfin pas souvent de lecteur. Et donc, on peut considérer que Louis XV a été un homme cultivé parmi les personnages de sa catégorie, les souverains, certainement l'un des plus cultivés de son temps. Une fois l'éducation menée, en 1722, le roi
12 ans, eh bien, il est question donc non pas de l'élever au trône, il y est déjà depuis 1715, mais il est question de le sacrer. Et donc des cérémonies, fastueuses sont organisées, à Reims pour le sacre du roi qui a lieu le 25 octobre 1722. La cour se déplace jusqu'à Reims, elle était à Paris et elle reviendra ensuite à Versailles, à l'automne de 1722 donc. Hem, Cérémonie fastueuse, cortège fastueux qui évoque un petit peu ce modèle de carrosse. Un modèle de carrosse qui ressemble un peu à ce que Louis XV a pu utiliser pour son sacre, mais qui n'est pas en fait un modèle pour le sacre, étant donné la présence à plusieurs endroits d'ornements évoquant un dauphin. Et donc, il est probable que le carrosse, le modèle, sinon le carrosse lui-même, a été réalisé au moment où apparaît un dauphin, au moment du baptême d'un dauphin, enfin donc dans les années 1730. Hem, la cérémonie a donc lieu dans la cathédrale de Reims. C'est une cérémonie, à grand spectacle, on pourrait dire, hein. On voit que la cathédrale de Reims a été, complètement, décorée et complètement transformée pour y installer, à la fois les personnes qui assistent à la cérémonie, mais aussi les acteurs de la cérémonie. Il y a donc tout un personnel religieux autour de l'archevêque de Reims, bien sûr, et il y a aussi, tout un ensemble de personnes qui assistent le roi. Ce sont les pairs du royaume, des pairs laïcs, des pairs ecclésiastiques qui, donc, encadrent le roi au moment du couronnement. Et le roi siège ici, sur le jubé de la cathédrale, jubé qui a été reconstruit, puisque les jubés, du Moyen Âge ont souvent été, supprimés au XVIIIe siècle. Il est difficile aujourd'hui de comprendre exactement ce qu'est la cérémonie d'un sacre. Les festivités royales à Londres en mai 2023 ont montré ce que pouvait être un couronnement royal. Le couronnement du roi d'Angleterre, c'est une cérémonie essentiellement politique. On le voit bien d'ailleurs, hein, puisque, certes, la cérémonie a lieu dans l'abbaye de Westminster, dans un lieu religieux, certes, mais c'est une cérémonie politique, étant donné la multiplicité des confessions présentes, étant donné aussi la signification des gestes qui sont accomplis. Il s'agit d'installer le roi d'Angleterre en tant que chef de l'Église d'Angleterre. Cérémonie politique que l'on fait à Londres, qu'on ne fait pas à Édimbourg, parce que le roi d'Écosse n'est pas le chef de l'Église d'Écosse. Cérémonie politique, le couronnement. À Reims, en 1722, il y a une cérémonie politique aussi, bien sûr. Il y a un couronnement, bien entendu. Mais c'est un sacre dont il s'agit. C'est-à-dire que la cérémonie est fondamentalement religieuse. Il ne s'agit pas seulement de rappeler le souvenir des prédécesseurs qui ont été couronnés au même lieu depuis des siècles et des siècles. Il s'agit de renouveler ce qui s'est produit à Reims à l'époque du roi Clovis. Non pas le sacre de Clovis, mais le baptême de Clovis. C'est-à-dire l'alliance qui est établie, le lien particulier qui est établi entre le roi et Dieu par le baptême, entre le roi et l'Église par le baptême. France, fille aînée de l'Église, depuis Clovis, effectivement. Donc le sacre du roi de France a cette signification. Il s'agit de montrer le lien particulier donc, qui existe entre le roi et l'Église. Il s'agit de solenniser cet événement. Et rien ne peut donc être vraiment comparé à cela. Alors, en termes précis, on dira que le sacre n'est pas un sacrement. L'Église catholique reconnaît 7 sacrements, l'ordination des prêtres est l'un des 7 sacrements. On a souvent dit du sacre du roi que c'était comparable au sacre de l'évêque. Alors, oui et non, ce n'est pas comparable parce que ce n'est pas un sacrement, mais c'est comparable dans la mesure où le sacre sort le roi de l'humanité ordinaire. Il en fait un personnage tout à fait singulier. Donc, en termes précis, on dirait que c'est un sacramental qui met le roi en condition pour que l'effet des sacrements soit obtenu. Et donc, le roi sort de l'humanité ordinaire, en somme, par le biais du sacre. Le sacre ne fait pas le roi, mais le roi est pleinement roi au moment du sacre. C'est pourquoi il touche les écrouelles. Le roi dispose d'un pouvoir thaumaturgique depuis son avènement, mais le jour du sacre, c'est vraiment le jour où utiliser ce pouvoir thaumaturgique. C'est ce qui se passe. Et donc, il y a quand même un couronnement en utilisant des couronnes. L'exposition montrait la couronne de Louis XV, qui est conservée habituellement au Louvre, et qui était donc présentée aux visiteurs à Versailles.
cette couronne était à Versailles, en fait, où elle n'était jamais venue, étant donné que le roi de France ne porte pas de couronne, sauf le jour du sacre, éventuellement le jour de son mariage, mais il ne porte pas de couronne en temps ordinaire. Il n'y a donc pas lieu d'avoir une couronne à Versailles. La question de la couronne est une question complexe. On dit que les rois de France sont couronnés avec la couronne de Charlemagne. Bon, mais c'est ce que l'on dit aussi de l'empereur du Saint-Empire. La couronne de l'empereur du Saint-Empire, qui est conservée à Vienne aujourd'hui, eh bien, est réputée être la couronne de Charlemagne, bon, ce qui n'est pas vrai. Elle remonte à la fondation du Saint-Empire romain germanique, donc à l'époque des empereurs ottoniens, autour de l'an 1000, et les parties les plus anciennes de cette couronne remontent à l'an 1000, en effet. La couronne des rois de France est dite couronne de Charlemagne aussi, bien qu'elle ait été réalisée, pense-t-on, à l'époque de Philippe Auguste. C'est une couronne de grande taille, c'est une couronne très lourde, on pense qu'elle pesait 4,5 kg. C'est une couronne ouverte et pas fermée comme la couronne de l'empereur. C'est une couronne ouverte qui a été utilisée solennellement pendant les sacres royaux depuis le début du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Cette couronne a été détruite durant les guerres de religion. Une deuxième couronne existait, dite couronne de la reine, et c'est cette deuxième couronne qui est utilisée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et cette deuxième couronne est elle-même détruite à la Révolution. Et donc, on ne peut pas montrer la couronne qui siégeait, si l'on peut dire, pendant la cérémonie du sacre. Mais c'était une couronne lourde et qui n'était pas la taille de la tête du roi couronné. Les rois couronnés sont jeunes ou plus âgés, et donc le volume de la tête varie, évidemment. C'est une couronne symbolique. Une couronne personnelle était utilisée pendant le sacre et posée sur la tête du roi. Ici, on voit ce à quoi pouvait ressembler cette couronne personnelle. On pense que là, il s'agit de la couronne personnelle de Louis XIV, qui est souvent représentée sur les portraits du roi en costume de couronnement, en costume de sacre. Ici, c'est un détail d'un portrait de Louis XV en costume de sacre. Et le roi portait en fait une couronne personnelle à sa taille pendant toute la cérémonie et pendant les festivités qui suivaient la cérémonie religieuse. Il se trouve que la couronne personnelle de Louis XV est la seule qui ait été conservée. Toutes les autres ont disparu, soit à l'époque de la Révolution, soit plus tard, après le Second Empire, où le régime de la Troisième République a décidé de vendre et de détruire les ornements royaux qui avaient pu subsister. Cette couronne a été conservée pourquoi? Parce que on l'avait un peu oublié, elle n'était pas conservée avec les autres, et puis d'autre part, elle arborait quelques-uns des joyaux qui avaient été volés au début de la Révolution au garde-meuble. Le roi utilisait une couronne donc le jour de son sacre avec des joyaux extraordinaires. Ces joyaux ensuite on les retirait de la couronne, on les remplaçait par des facsimilés, par des copies. Et donc la couronne de Louis XV avait conservé les facsimilés des joyaux volés en 1793. Pour certains, retrouvés ensuite. Et donc il est possible que l'on ait conservé cette couronne en 1793 parce qu'elle elle montrait parce qu'elle conservait le souvenir des joyaux disparus. Puis ensuite, cette couronne a été conservée jusqu'à nos jours. En tout cas, c'est l'une des couronnes les plus riches, les plus extraordinaires qui ait été réalisée, et elle était évidemment proposée à l'étonnement des visiteurs à Versailles, de même qu'elle est proposée habituellement à l'étonnement des visiteurs dans la galerie d'Apollon du musée du Louvre. Alors voilà, par exemple, le portrait de Louis XV en costume de sacre, c'est le portrait que Hyacinthe Rigaud réalise. Alors c'est un portrait, on va dire artificiel. Il y a bien la couronne personnelle de Louis XIV dont je viens de parler, on voit le manteau de sacre, on voit les ornements divers, les regalia comme on dit, mais évidemment, le tableau date de 1715, on pense qu'il a été achevé en 1717. Hyacinthe Rigaud a pu voir des ornements royaux, mais Louis XV a été sacré en 1722. Donc c'est un portrait théorique de Louis XV en costume de sacre. En voilà un autre, portrait de Louis XV en costume de sacre, donc la même couronne, les mêmes ornements royaux, le même manteau de sacre, enfin adapté à la taille du roi, et le portrait date de 1730, c'est-à-dire des années après le véritable sacre du roi. Donc les portraits du roi en costume de sacre sont souvent des effigies abstraites, des effigies théoriques, pas du tout des documents à prendre au premier degré. Alors, le roi a été élevé, éduqué, il a été sacré,
eh bien, il peut se consacrer maintenant à sa tâche principale, qui est de continuer, de perpétuer la dynastie. Il faut donc le marier avec une princesse qui pourra rapidement devenir la mère de l'héritier. Par conséquent, on établit la liste des personnes susceptibles de jouer ce rôle. On a conservé un état, une liste des princesses catholiques susceptibles donc d'épouser le roi. Et le texte nous dit, hein, des 100 princesses qu'il y a à marier en Europe, en retranchant 44 qui sont trop âgées pour être mariées à un jeune prince, 29 qui sont trop jeunes, 10 dont l'alliance ne convient pas. Il ne reste par conséquent que 17 princesses sur lesquelles on puisse jeter les yeux. 17 princesses, parmi lesquelles Marie Leszczyńska. Alors on dit en français du XVIIIe siècle, on va l'appeler plutôt Marie Leczinska, on simplifie un petit peu la prononciation des termes polonais. Et Marie Leczinska, donc, est une princesse polonaise, c'est la fille du roi Stanislas Ier Leczinski, donc, qui a été roi de Pologne entre 1704 et 1709, qu'il redeviendra entre 1733 et 1736. La couronne polonaise au XVIIIe siècle, une couronne élective, il y a une situation politique complexe en Pologne. Pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, le roi de Pologne est en fait l'électeur de Saxe, et donc Stanislas Leczinski est un petit peu un compétiteur dans les luttes en Pologne pour l'obtention de la couronne. Donc le mariage avec Marie Leczinska se fait, bien sûr, mais de la vie générale, la princesse n'est peut-être pas le parti le plus prestigieux que l'on aurait pu envisager pour le jeune souverain. Elle a un avantage, elle est un petit peu plus âgée que lui, 7 ans, et donc il est possible d'attendre d'elle qu'elle soit rapidement la mère de l'héritier. Et c'est en effet ce qu'elle va être. Les relations entre les deux époux ont été pendant une bonne partie de leur vie assez bonnes, et elles se sont améliorées au fil du temps aussi. Et très vite, on voit donc la reine Marie jouer son rôle donc d'épouse du roi, son rôle de représentation à la cour, et elle joue aussi le rôle donc de mère de la famille du roi. L'exposition montrait bien cette constitution de la famille. Donc le portrait de la reine par Nattier, à gauche sur la photographie, et puis évidemment, personnage important, le dauphin, le fils de Louis XV, avec son épouse. Il y a eu 2 dauphines. Ici, on a représenté la dauphine de Saxe, c'est-à-dire celle qui sera la mère du futur Louis XVI, et puis les filles de Louis XV, donc mesdames. La fille du roi est appelée formellement madame, s'il y a plusieurs fils, donc mesdames, et après leur baptême, on les appelle par leur prénom, donc Madame Adélaïde, Madame Victoire, Madame Sophie, Madame Louise, qui seront donc à la cour de Louis XV à partir des années, disons, 1740, qui seront des personnages importants, et pour Madame Victoire et Madame Adélaïde au moins, des personnages importants aussi à la cour de Louis XVI, puisqu'elles vont survivre à leur père, et Madame Victoire et Madame Adélaïde vont survivre jusqu'en 1799. Alors, Louis XV est donc un personnage sans famille au moment de son avènement, mais il a à cœur de constituer une famille à laquelle il semble qu'il ait été très attaché. Et dans cette famille, on trouve donc le fils, l'héritier, le dauphin. Le dauphin qui certes ne survit pas à son père, donc il n'est pas le successeur de son père, il meurt en 1765 et Louis XV en 1774, mais donc le dauphin Louis Ferdinand exactement, le dauphin a été pendant une bonne partie du règne le prince héritier. Donc, il a joué un rôle, une sorte de référence par rapport au père, référence et gardien d'une certaine forme de morale, d'une certaine tradition par rapport à certains débordements de Louis XV dont nous parlons tout à l'heure. Et puis parmi les filles, donc l'une des plus notoires, c'est Madame Adélaïde, donc qui est l'aînée des filles et qui est une sorte de chef de file de ce groupe de princesses à la cour du roi. Madame Adélaïde est la plus notoire. Celle dont on pourra se souvenir, nous en parlons tout à l'heure, c'est Madame Victoire aussi. Alors, époux et père de famille, voilà une caractéristique du roi. C'est un personnage aussi qui a eu à cœur de mener une vie un peu
privé, si l'on peut dire, pour un personnage de cette nature. Le roi est en représentation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais Louis XV a cherché à, se préserver un minimum de, vie privée dans, les, cabinets qu'il a fait aménager en dehors du grand appartement, aménagé par son arrière-grand-père. Donc on peut évoquer le thème des soupers des cabinets. Dans ces, appartements privés, donc si l'on peut dire, Louis XV retient souvent, à dîner une quinzaine de personnes, souvent après la chasse. Quinzaine de personnes qui, sont pas exactement des familiers, personne n'est un familier du roi, bien sûr, personne n'oublie la le statut, du souverain. Enfin, des personnes qui, vivent un petit peu, avec le roi, un peu en marge de l'étiquette, très lourde et très pesante qui règne à Versailles. Alors l'exposition montrait, pour illustrer ces cabinets, un tableau, ici une image d'un souper du prince de Conti au Temple. Hem, ce n'est pas cette image-là que je vais commenter. Cette image, ce tableau était disponible et montrable à Versailles. Moi, je vais montrer plutôt un autre tableau plus précis et qui a une importance plus grande, mais qui est conservé au musée Condé à Chantilly. Et il y a pour le musée Condé à Chantilly la même règle que pour la collection Wallace à Londres, c'est-à-dire que les œuvres présentes à Chantilly ne sortent pas du domaine de Chantilly, mais leur image peut en sortir. Et donc on a un tableau de Jean-François de Troyes qui nous montre un déjeuner, donc un de ces petits soupers précisément dont je suis en train de parler. Louis XV a fait aménager ce que l'on doit appeler une salle à manger. Avant Louis XV, eh bien, les repas sont pris là où on décide de les prendre. On apporte des tables et puis le repas le repas se prend sur les tables dressées. Avec Louis XV, il y a une salle à manger pour ces petits soupers, justement. Et donc, cette salle est décorée de 2 tableaux de Jean-François de Troyes, l'un qui représente un déjeuner d'huîtres et l'autre un déjeuner de jambon, donc un thème voisin, bien sûr. Et donc, on voit un peu l'atmosphère, hein. Il y a, des hommes, pas de femmes. Alors, pourquoi des hommes, pas de femmes? Disons que, alors évidemment, on pourrait incriminer, le sexisme et le patriarcat, si l'on veut, mais surtout, il s'agit de soupers qui ont lieu après, la chasse et donc c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre ce caractère, genré, disons, de l'image. Des hommes qui donc, partagent des huîtres qui leur sont préparées par les domestiques et des huîtres accompagnées de beurre, d'ail, enfin de tout ce qu'il faut pour manger des huîtres et avec une particularité, quelques-uns des assistants lèvent les yeux. Pourquoi? Parce que le bouchon de champagne vient de s'élever dans les airs. On a un déjeuner d'huîtres, oui, mais on a aussi des bouteilles de champagne. C'est la première fois qu'on représente sur une peinture une bouteille de champagne dans cette, peinture donc de Jean-François de Troyes. Le champagne, à l'époque de Louis XV, c'est un breuvage nouveau. Et peut-être que Louis XV a été un propagandiste du champagne, si l'on peut dire. Un breuvage nouveau, oui, en France, on dit souvent que le champagne a été élaboré par Dom Pérignon à l'abbaye d'Auvillers, à la fin du XVIIe siècle. Dom Pérignon est un contemporain exact de Louis XIV. Non, Dom Pérignon a, réalisé l'assemblage de vins de Champagne. Il y a des vins tranquilles de Champagne encore aujourd'hui, hein, que l'on peut assembler avec différents crus, de Champagne. C'est cela que fait Dom Pérignon. Le champagne tel que nous l'entendons, c'est un vin pétillant. Le vin pétillant s'explique parce que, la fermentation, donc, dans la fermentation est interrompue par le froid de l'hiver et reprend au printemps si, le sucre présent dans le mou n'a pas été totalement, converti en alcool au moment de la première fermentation. C'est le cas donc dans ces périodes froides, hein, de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle. Les vins de champagne ont tendance à pétiller en effet, au printemps et donc en Angleterre, on a compris cela et l'on a décidé de forcer la nature en quelque sorte en fabriquant des bouteilles plus épaisses que les bouteilles ordinaires, des bouteilles capables de, contenir une pression plus forte que la pression, atmosphérique et donc capables de contenir le gaz carbonique dans la bouteille, avec un muselet qui permet de forcer le bouchon à rester sur la bouteille et ne pas sauter, sauf quand on enlève le muselet.
Donc le champagne est une invention anglaise, en fait. Mais il se diffuse en France et il est adopté, il est même complètement intégré par les vignerons de Champagne qui vont réussir à en faire un des fleurons de la gastronomie française, ce qu'il est resté, bien sûr, jusqu'aujourd'hui. Le fait que le champagne soit utilisé par les petits soupers de Louis XV, c'est peut-être une explication au fait que ce vin ait été, depuis le XVIIIe siècle, une sorte d'attribut nécessaire de toute fête, de tout banquet, de tout grand événement qu'il s'agit de célébrer. Donc, la peinture de Jean-François de Troyes est une peinture tout à fait intéressante. C'est une peinture qui figurait dans la salle à manger aménagée par Louis XV lui-même. Alors, dans ces petits soupers et dans les autres, on utilisait évidemment des services de table qui pouvaient être des services d'argenterie. L'argenterie du XVIIIe siècle n'a pas toujours été bien conservée. Il se trouve qu'il y a un service entier d'argenterie française qui a été conservé et qui est à présent la propriété du baron Berkeley, donc l'un des aristocrates anglais de tout premier plan, que l'on peut donc voir au château de Berkeley dans le Gloucestershire. Et quelques pièces de ce service avaient été présentées à Versailles, notamment l'objet que vous voyez là, qui était associé avec quelques pièces du service bleu céleste, ce qui reste du service bleu céleste que Louis XV avait fait réaliser par la manufacture de Vincennes, une manufacture de Vincennes qui, au milieu des années 1750, est transférée à Sèvres, où elle continue à exister aujourd'hui. Alors, le roi en son intérieur, ce ne sont pas seulement les soupers qui permettent de cuire pendant quelques heures le côté pesant de l'étiquette. Le roi en son intérieur, c'est aussi la présence de personnes, les favorites du roi, qui ont une position à la cour, elles sont présentées à la cour, une position qui n'est pas officielle au sens où elles exerceraient une fonction répertoriée, enfin une position publique en tout cas, qui en fait des personnages évidemment ayant un rôle important. Alors on peut présenter quelques-unes de ces favorites royales, et tout d'abord évidemment les sœurs de la famille du marquis de Mayinel, donc 4 sœurs qui ont été les favorites de Louis XV successivement, en quelque sorte, les maîtresses royales successivement. Donc d'abord Louise, ensuite Pauline, comtesse de Vintimille, puis Diane, duchesse de Lauragais, et surtout euh, la sœur cadette Marie-Anne, duchesse de Châteauroux. La duchesse de Châteauroux a été, en 1742-43, la maîtresse visible de Louis XV. Et elle joue un rôle important, d'abord, comme je viens de le dire, dans cette galerie des favorites royales, mais elle joue un rôle important parce qu'elle cristallise finalement en 1743-44 l'image de la favorite. En 1744, Louis XV tombe malade. On craint pour sa vie. Et donc, il y a des prières qui sont adressées à Dieu pour le salut du roi un peu partout dans le royaume. Et on va faire comprendre, l'Église, le confesseur du roi va lui faire comprendre que la grâce demandée, la guérison, implique évidemment un minimum de renoncement certains excès auxquels le roi s'est livré, et en particulier l'adultère. Donc, la duchesse de Châteauroux est renvoyée en 1744, donc au moment de la mort du roi, au moment où celui-ci essaye, si j'ose dire, de se racheter. Elle cristallise donc cette figure-là. Louis XV est le bien-aimé à ce moment-là, précisément. Alors par la suite, il y aura d'autres favorites, plus connues peut-être que les sœurs de Mayinel. À la fin du règne, la comtesse du Barry, que l'on voit ici, donc en divinité mythologique, en Flore. Madame du Barry est donc la dernière maîtresse de Louis XV. Elle lui survit jusqu'à la Révolution. Elle finit sur l'échafaud durant la Révolution. Mais la personne la plus intéressante, peut-être, c'est la marquise de Pompadour.
la marquise de Pompadour, que l'on voit portraiturée ici par François Boucher. Donc, elle arbore une magnifique robe verte brodée de rose. Et Boucher a représenté autour de Madame de Pompadour eh bien, tous les instruments nécessaires pour écrire, pour lire. Il y a en arrière-plan, vous voyez, des rayonnages couverts de livres. Et donc, on cherche à montrer que la marquise de Pompadour a été euh, une personne tout à fait en phase avec son siècle, le siècle des Lumières. C'est peut-être encore plus net dans le portrait qu'on a donné Quentin de la Tour. On voit Madame de Pompadour tenant en main un cahier de musique, mais ayant sur sa table des instruments, un globe terrestre, et des livres dont on peut lire les titres. Les titres, c'est l'encyclopédie, c'est l'Esprit des lois, donc des fleurons de la littérature du XVIIIe siècle, ou la littérature d'idées du XVIIIe siècle. Quentin de la Tour pose Madame de Pompadour presque en sympathisante des philosophes. Bon, c'est lui faire peut-être beaucoup d'honneur, hein. On peut se demander quelle est l'image la plus exacte de la marquise de Pompadour. Est-ce que c'est celle de Boucher? On n'arrive pas à lire les titres des livres sur les rayonnages en arrière-plan. Ou est-ce l'image de Quentin de la Tour? On peut hésiter. Il ne faut pas faire de Madame de Pompadour une sorte de chef de l'opposition à Louis XV, hein. Ce serait tout à fait dérisoire et inapproprié. Mais enfin, il est possible que Madame de Pompadour ait procurer au roi la possibilité de s'informer sur un certain nombre de caractéristiques de la vie en France au XVIIIe siècle. Donc, un élément important de l'atmosphère qui entoure Louis XV durant son règne, c'est un élément qui est un thème des arts décoratifs, c'est l'amour. Il y a des sculptures évoquant l'amour qui se multiplient donc, dans le courant du XVIIIe siècle, comme par exemple ici cet amour assis de Vassé, ou bien celui-ci, c'est l'amour essayant une de ses flèches de Sally, ou bien alors de Falconet, un amour menaçant, donc qui évoque ce thème de l'amour autour de Louis XV. Ce sont des statues qui ont été réalisées pour Madame de Pompadour, pour la décoration de l'une de ses résidences. Il y a les favorites, qui ont donc une position publique, sinon officielle, et puis il y a les petites maisons du roi. Alors voilà un plan général du domaine de Versailles, avec ici bien sûr le château lui-même, les jardins, le parc que l'on a vu sur l'image précédente, la ville qui se développe hein, le long des avenues qui convergent vers le château. Et dans toute cette zone, ici, on est donc au sud hein, par rapport au château lui-même, eh bien il y a ce quartier qui, avant la construction de la ville, s'appelait le parc aux Cerfs et qui comporte quelques maisons utilisées par le roi discrètement pour y rencontrer quelques-unes de ses petites maîtresses. Alors la petite maîtresse par rapport à la favorite a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de visibilité publique. On ne peut pas dire qu'on en ignore complètement l'existence, mais enfin, elle n'a pas de position publique, évidemment pas de position officielle non plus, mais pas de position publique. Elle sert simplement à divertir, si j'ose dire, le roi Louis XV. Tout cela n'est pas public, mais tout cela n'est pas complètement inconnu. Et évidemment, au XVIIIe siècle, on voit apparaître petit à petit la notion d'opinion publique, et cela va certainement porter préjudice à l'image de Louis XV, surtout dans la dernière partie du règne. Alors, il faut se souvenir quand même que le roi Louis XV et a été sacré, que c'est un personnage qui a reçu une onction qui certes n'est pas exactement la même que celle de l'évêque ou du prêtre, mais enfin qui lui ressemble par bien des côtés, et cela Louis XV le sait. Ce que l'on sait de sa vie spirituelle amène à penser qu'il a une très haute idée de ses responsabilités, qu'il a une très haute idée du rôle et de l'importance de sa fonction, et cela se voit dans on avait aménagé à Versailles une petite vitrine évoquant ces questions. Cela se voit par exemple dans les objets qui sont donnés à tel ou tel sanctuaire. Ici, on a un objet qui est un calice qui a été offert par la dauphine Marie-Joseph de Saxe, donc la deuxième épouse du dauphin, qui a été la mère de Louis XVI et de ses frères. La dauphine de Saxe donc offre en 1760 au
à un couvent slovène, qui est très à la mode à l'époque en Europe centrale, et qui est consacrée à saint François Xavier, elle offre un calice en or, celui qu'on voit là, qui est toujours conservé au même endroit, en Slovénie, qui avait fait le voyage de Versailles. Un autre exemple pour illustrer cette présence de la religion et ce thème de la religion dans l'entourage de Louis XV et chez Louis XV, c'est ce tableau de Boucher, évoquant la Nativité, un tableau qui fait partie de la catégorie des œuvres spoliées. Donc, il faut toujours rappeler c'est une œuvre qui est en attente de restitution à ses héritiers légitimes. Donc, quel est l'état de Louis XV par rapport à la religion? Il est conscient de ses responsabilités, mais il est conscient aussi de ses faiblesses et de ses défaillances. Il est adultère, il collectionne les maîtresses, si on veut, tout au long de son règne. Et donc, c'est-à-dire des années 1740, même un peu avant, jusqu'en 1774. Et donc, pendant plus de 30 ans, il va, conscient de ses fautes, il va se tenir éloigné des autels, se tenir éloigné de la communion. Et voilà un roi sacré qui ne communie pas, voilà un roi sacré qui ne touche pas les écrouelles, voilà un roi sacré qui ne qui n'est pas à la hauteur de ses missions. Et cela aussi va beaucoup nuire à l'image de Louis XV. Cela va beaucoup nuire à l'image du personnage, mais à l'image de la fonction royale aussi, notamment dans la deuxième partie du règne. Autrement dit, il faut se demander évidemment quelle a été la popularité du roi. Est-ce que le roi est connu de ses sujets? Bon, nous ne sommes pas au XVIIIe siècle dans la société médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Les moyens de communication existent, mais sont moins spectaculaires que ceux que nous avons, notamment pour ce qui est de l'image. Mais enfin, les informations circulent quand même. Et même dans les campagnes, elles circulent un peu moins, elles sont un peu biaisées sans doute, mais elles circulent quand même. Et donc, ce que fait le roi, ou plutôt ce qu'il ne fait pas, cela finit par se savoir un peu partout. Donc, dans un premier temps, le roi Louis XV est le bien-aimé, c'est une expression qu'on emploie en 1744, au moment de sa maladie. Il est le bien-aimé dès le début de son règne. C'est un enfant qui devient roi, c'est un enfant qui visiblement a à cœur de recevoir l'éducation qu'il mérite. C'est un jeune homme qui épouse une princesse qui très vite devient mère de famille. Donc tout cela contribue à façonner l'image du bien-aimé. Et puis, à partir du milieu des années 1740, eh bien, le bien-aimé cesse d'être bien-aimé et devient, si on peut dire, le mal-aimé. On peut essayer d'analyser cela, voir comment on en arrive à cette situation. Maintenant, par exemple, cette gravure qui nous montre la bataille de Fontenoy le 11 mai 1745. Donc, nous sommes au début de la guerre de succession d'Autriche. C'est une guerre compliquée, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une guerre durant laquelle il y a donc plusieurs batailles, notamment la bataille de Fontenoy. Et au moment de la bataille de Fontenoy, sur le champ de bataille, eh bien, le roi Louis XV est présent. Les opérations sur le champ de bataille sont pendant des heures un petit peu incertaines, on presse le roi de quitter le champ de bataille, et puis Louis XV décide de rester sur le champ de bataille. Et cela galvanise la résistance de ses soldats, et la bataille de Fontenoy finit par être une victoire française. Donc. Et on peut considérer que la participation personnelle de Louis XV à cette bataille, alors non pas en ferraillant sur le champ de bataille, mais la présence de Louis XV sur le champ de bataille a été un élément du résultat final. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Napoléon, qui était un expert en matière de stratégie et de tactique, évidemment. C'est ce qu'il a constaté donc des années plus tard en disant il faut reconnaître à chacun ce qui lui est dû. La victoire de Fontenoy est due à Louis XV qui est resté sur le champ de bataille. C'est une citation de Napoléon. Donc, une bataille, une victoire, et la contribution du roi n'est pas négligeable dans cette victoire, et cela va avoir des effets, évidemment, sur le sort de la guerre. La bataille de Fontenoy a lieu en 1745, la guerre commence en 1744, et les années qui suivent sont donc des années de victoire qui permettent aux armées françaises de conquérir, on pourrait dire, tous les Pays-Bas autrichiens, ce qui est aujourd'hui la Belgique et le sud des Pays-Bas.
Donc, tous les Pays-Bas autrichiens, qui avaient été des Pays-Bas espagnols au XVIIe siècle, qui étaient devenus autrichiens au moment du traité d'Utrecht, donc après la guerre de succession d'Espagne, et ces Pays-Bas autrichiens sont conquis par les armées françaises, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, en 1748, lorsqu'une négociations diplomatiques ont lieu et qu'un traité de paix est signé, eh bien évidemment, il faut régler en quelque sorte le sort des batailles, le sort des territoires qui ont été conquis. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle, donc de 1748, que Louis XV, il le dit lui-même, signe en roi, non en marchand. Et donc, quelle est l'idée qu'il développe, qui anime plus exactement le choix qu'il fait? Eh bien, le raisonnement est suivant. Il y a en Europe des grandes puissances. Le fait pour la France de conquérir les Pays-Bas autrichiens apporterait un déséquilibre dans le concert des grandes puissances. Et donc, conquérir les Pays-Bas autrichiens, c'est peut-être le résultat de la victoire sur le champ de bataille, mais ce ne serait pas une victoire sur le champ diplomatique. Ce serait porteur de troubles pour l'avenir. Et donc, je signe en roi, non en marchand, je renonce aux conquêtes que j'ai pu réaliser depuis 1744. Alors, vu rétrospectivement de notre époque, c'est là une idée d'avant-garde, c'est là une idée évidemment pleine de clairvoyance, mais à l'époque, Louis XV néglige d'expliquer cela clairement, de faire savoir à à ses sujets, par exemple, pourquoi il a pris cette décision. On aurait très bien pu imaginer une lettre de Louis XV à ses sujets. Après tout, Louis XIV, en 1712, avait fait cela au moment de la guerre de succession d'Espagne, lorsque l'une des exigences des Alliés contre la France avait été que Louis XIV renonce à soutenir son petit-fils, roi d'Espagne. Et Louis XIV avait fait lire par les curés, en chair, il avait fait lire une lettre expliquant qu'il ne pouvait pas faire ça et que donc la guerre allait continuer. Donc Louis XV aurait très bien pu utiliser le même canal pour toucher, ces sujets et expliquer donc sa politique. Il ne le fait pas. Et donc, évidemment, l'opinion générale, la réaction de la population est extrêmement mauvaise. Euh, L'expression bête comme la paix, à la fin des années 1740, est une expression proverbiale. Bon, elle n'est pas restée proverbiale jusqu'à nous, mais elle est proverbiale vers 1749-1750. Et le jugement de Voltaire, évidemment, a été terrible. Au fond, ce roi adultère qui se tient éloigné des autels, fait tuer ses soldats sur le champ de bataille, et tout cela pourquoi? Eh bien, il a travaillé pour le roi de Prusse. Et ça, c'est une expression qui est restée en usage jusqu'à nos jours. Donc, le bien-aimé malade en 1744, victorieux à Fontenoy en 1745, critiqué en 1748, et il va devenir le mal-aimé, au point que, eh bien, il y a un attentat contre sa personne en 1757, c'est l'attentat de Damiens. C'est un régicide. Alors évidemment, Louis XV n'est pas tué dans l'attentat, bien sûr, mais l'intention criminelle est là quand même, hein. Et donc, comment peut-on oser s'en prendre à la personne sacrée du roi, justement? L'attentat de Damiens est un signe important dans ce discrédit qui commence à planer sur la personne de Louis XV. Alors cet attentat de Damiens est resté célèbre, non pas parce qu'il a échoué, non pas parce que, a-t-on dit, le couteau n'était qu'un canif, le canif était exposé à Versailles, justement, c'était un canif de belle taille quand même, hein. Et ce n'est pas le résultat qui compte, ce qui compte évidemment, c'est l'intention. Mais si l'attentat est resté célèbre aussi au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, c'est une époque où l'on commence à réfléchir à l'esprit des lois, c'est une époque où l'on commence à réfléchir à la, comment dirais-je, au code pénal. Il n'y a pas encore de code pénal, mais l'idée d'un code pénal fait son chemin. C'est l'époque où Beccaria va réfléchir sur les délits et les peines. Et donc, le traitement qui est infligé à l'auteur de l'attentat, donc Damien, c'est le traitement traditionnel du criminel régicide, parricide, et donc il est, on peut regarder les différentes vignettes
de cette affiche du temps. Il est on lui coupe la main droite, c'était la main parricide. On verse du plomb et de la poix sur ses blessures, et puis on va l'écarteler, 4 chevaux qui vont l'écarteler, avec bien des difficultés. D'ailleurs, on a des descriptions précises, on a des récits, et les restes de Damien seront brûlés, les cendres jetées à la Seine. Michel Foucault, en 1975, lorsqu'il publie son célèbre Surveiller et punir, choisit de commencer son raisonnement en publiant les pièces d'archives décrivant le supplice de Damien. Donc on a là tous les détails que cette gravure met en image. Et donc cette gravure circule dans le pays, et voilà, là aussi il y a une pierre de plus à l'édifice de la défiance contre Louis XV. On sait que le roi fait ce qu'il ne faut pas faire et ne fait pas ce qu'il faudrait faire, et en plus il a été victime d'un attentat. Cet attentat n'est pas comparable à la maladie de 1744. La maladie avait consolider l'image de Louis XV, l'attentat a plutôt tendance à nuire à l'image du roi. Et puis alors par la suite, évidemment, l'image du roi va être tout à fait exécrable. Si on prend par exemple les manuels d'Ernest Lavis, qui sont en usage dans les écoles primaires à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ces manuels donnent de Louis XV une image désastreuse. Et dans le manuel de cours moyen qu'on voit ici, eh bien, Ernest Lavis a ce commentaire lapidaire: Louis XV fut le plus mauvais de nos rois. L'exposition de Versailles était sous-titrée Les passions d'un roi. Et c'est en effet le sujet principal de l'exposition, où on s'est forcé de montrer des objets pouvant éclairer les centres d'intérêt que le roi Louis XV pouvait avoir, et la manière dont il a pu satisfaire ses passions précisément. La première de ces passions, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les livres, les reliures, les bibliothèques. Louis XV est un roi lettré, c'est un roi qui lit effectivement, et qui s'intéresse à l'art de la bibliophilie. On a là par exemple une reliure du livre de Mathieu Le Carpentier présentant les plans du nouvel hôtel de ville de Rouen. Alors, le texte lui-même est intéressant et a intéressé visiblement le roi Louis XV, mais cette reliure est un des chefs-d'œuvre de la bibliophilie française du XVIIIe siècle. Un autre exemple qu'on peut mentionner, c'est cet ouvrage, cette histoire universelle en italien, qui est dédié à Louis XV par son auteur. Louis XV lit l'italien, et cela se sait visiblement en Italie. Et là aussi, il y a une reliure aux armes du roi qui a été réalisée. Il est d'usage jusqu'au début du XXe siècle, hein. Il est d'usage que certains ouvrages prestigieux, certains ouvrages importants, soient reliés à la demande de leur acquéreur, et donc soient vendus sans reliure précise. L'exposition n'avait pas cherché à reconstituer les bibliothèques de Louis XV dans ses différentes résidences, mais l'on avait montré quelques-uns des volumes de la bibliothèque du Dauphin. Ces volumes étaient l'édition donc de l'histoire naturelle de Buffon, qui est l'une des œuvres majeures du XVIIIe siècle. Louis XV est donc l'un des princes les plus instruits de son temps, probablement, mais c'est un personnage aussi qui n'est pas complètement à l'écart du mouvement des idées et du mouvement des sciences en particulier. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des sciences, et cela se voit à travers quelques objets que Louis XV a collectionnés et qui étaient présentés dans l'exposition. En particulier, une machine électrostatique. Alors, ces machines électrostatiques sont très, très caractéristiques du XVIIIe siècle, et aujourd'hui, on a oublié ce à quoi elles pouvaient servir. Il y a de nombreux exemples de machines électrostatiques qui ont été fabriquées au XVIIIe siècle. On a beaucoup de dessins les montrant. Il y a quelques exemples de machines qui ont été conservées jusqu'à nos jours, notamment celle-là, donc, qui était présentée à Versailles. Alors, il faut dire clairement, une machine électrostatique ne sert à rien en réalité. Elle illustre simplement un phénomène
qui est le phénomène de l'électricité. On cherche à comprendre, on cherche à expliquer l'électricité et ses particularités. On ne parvient pas à expliquer les principes fondamentaux, les principes physiques de l'électricité. Il faudra attendre le 19e siècle pour ça. Mais on réalise donc on ne peut pas dire des expériences, mais quelques installations qui permettent d'illustrer de manière spectaculaire quelques-uns des effets de l'électricité. C'est à ça que servent les machines électrostatiques. On voit ici une gravure qui reprend, donc qui permet de bien comprendre ce que l'on cherche à montrer. Une autre gravure célèbre, c'est le frontispice du traité de la Bénolé sur l'électricité des corps. La Bénolé est le grand pédagogue de l'électricité au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Il apprend les principes des sciences aux personnes de la famille royale, il organise des démonstrations à Versailles, c'est ce que l'on voit ici. Il y a une célèbre expérience qu'il réalise un jour dans la Galerie des Glaces, où il montre la propagation de l'électricité à travers tout un escadron de soldats déployés dans la Galerie des Glaces. Donc, physique amusante, expérience amusante, c'est le début du travail d'analyse et de compréhension de l'électricité qui commence, et Louis XV s'est trouvé associé, tout au moins dans les premiers temps, à ce phénomène. Un autre exemple intéressant aussi, et qui était bien mis en valeur à Versailles, c'est la passion du XVIIIe siècle et du roi Louis XV pour la botanique. Louis XV n'est pas le premier souverain à s'intéresser à la botanique, il y a dans les collections royales, depuis Louis XIV, il y a des dessins qui ont été réalisés sur vélin. Le vélin, c'est de la peau de veau mornay, et ce support offre pour la réalisation des dessins un intérêt particulier. C'est un support qui est légèrement transparent et qui donne donc un éclat particulier aux couleurs que l'on va utiliser. Donc, il y a une collection de vélins du roi dès le début du XVIIIe siècle, du vivant même de Louis XIV, et cette collection est continuée à l'époque de Louis XV par ce qui est aujourd'hui le Muséum national d'histoire naturelle, et quelques-unes des planches, enfin plutôt des vélins peints, étaient montrées durant l'exposition de Versailles. Voilà ce que cela pouvait donner donc pour la question. Troisième élément montrant l'intérêt de Louis XV pour les sciences, c'est ce microscope. Alors, ce que nous montrait l'exposition de Versailles, c'est le phénomène suivant. Louis XV s'est intéressé aux sciences, par exemple aux sciences de l'observation. Il a collectionné des instruments d'observation. Il a utilisé ces instruments d'observation dans les réunions qu'il pouvait organiser avec ses familiers. On observait avec le microscope des ailes de mouches, des insectes, des fleurs. Et l'objet présenté, c'est l'un de ces microscopes qui a été utilisé par le roi. Mais ce microscope a été élaboré selon les dessins du duc de Chaulnes, le quatrième duc de Chaulnes, qui est un personnage intéressant. Non seulement c'est un membre on pourrait dire, de l'entourage du roi, mais c'est aussi un membre de la haute aristocratie, mais c'est également l'un de ces esprits scientifiques qu'il y a au XVIIIe siècle, sciences fondamentales, l'optique, sciences appliquées aussi. Le duc de Chaulnes est l'un des premiers introducteurs en France de la machine de Newcomen, c'est-à-dire l'un des prototypes de la machine à vapeur. Et tout cela lui vaut d'être élu à l'Académie des sciences. On pourrait donc dire que ce microscope est non seulement un objet récréatif, au sens de loisir studieux que le roi Louis XV a pu utiliser, mais c'est aussi un objet de précision. En ce sens, il a été sous-utilisé, parce que personne dans l'entourage du roi, ni le roi lui-même évidemment, n'était véritablement capable d'utiliser à plein un instrument de cette nature. Autre exemple dans la même veine, si l'on peut dire, la pendule de passement. Alors, la pendule de passement, c'est un objet extrêmement célèbre, c'est un objet qui était vraiment mis en valeur dans l'exposition, mais l'exposition commençait par là, en fait. C'est un objet très intéressant aussi, qui était présenté à Versailles comme un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, ce qu'elle est effectivement, comme un chef-d'œuvre d'horlogerie, ce qu'elle est aussi,
et comme un objet remarquable, un bel objet, un objet admirable en tout point. C'est en effet ce que l'on peut voir tout à fait nettement. C'est une pendule donc mécanique qui est capable d'afficher les phases de la Lune, qui est capable d'afficher l'heure, évidemment, c'est ce qu'on demande à une pendule, bien sûr, mais qui est capable d'afficher aussi la date jusque au 31 décembre 1999 en tenant compte des années bissextiles. Bon, donc évidemment, phénomène et objet très caractéristique de ces perfectionnements et de ces progrès de la connaissance qu'il y a au XVIIIe siècle, ainsi qu'en atteste le petit texte gravé à l'intérieur de la pendule, où on indique que la pendule a été réalisée par Passement, qu'elle a été exécutée par les orfèvres, mais surtout qu'elle a été examinée et approuvée par l'Académie des sciences. Donc la pendule n'est pas simplement un bel objet, c'est aussi un objet de précision. Et cet aspect-là, non plus, n'était pas présenté vraiment, n'était pas souligné par l'exposition de Versailles. Ce bel objet était présenté comme un bel objet, alors qu'on pouvait souligner que l'horlogerie connaît des progrès importants au XVIIIe siècle, qu'une horloge d'une telle précision, eh bien au fond, c'est une machine, et que le XVIIIe siècle, c'est l'époque où l'on commence à fabriquer des machines, ne serait-ce que la machine à vapeur, que plusieurs des familles d'horlogers sont devenues ensuite des familles d'industriels. Le nom s'est perpétué au fil du temps, Breguet ou Peugeot, par exemple, et que, une horloge, c'est aussi un chronomètre, cela peut être un chronomètre, et le chronomètre est un instrument indispensable pour, mesurer la longitude. Depuis longtemps, on peut se repérer en latitude et en éloignement par rapport à l'équateur, à la surface de la Terre, mais ce n'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on va pouvoir se repérer en longitude par rapport à un méridien repère, et pour ça, il faut maîtriser le temps. Il faut pouvoir conserver avec soi le temps, qui, s'écoule au point d'origine, au point repère. Il faut pouvoir conserver l'heure qu'il y a au point repère. Et pour cela, un chronomètre est indispensable. Alors, on objectera que l'exposition a été consacrée à Louis XV, les passions d'un roi, et non pas à l'évolution des sciences au XVIIIe siècle. C'est un argument qui serait tout à fait recevable. Mais si l'on présente l'objet microscope ou l'objet pendule comme un bel objet, on passe à côté d'un aspect de la réalité, et cela sera ma critique principale à l'exposition, j'y reviendrai dans la conclusion. Une autre passion du roi était bien mise en valeur aussi, c'est la passion du roi pour la chasse. Comme ses prédécesseurs, comme ses successeurs, le roi est un chasseur impénitent et passionné, si l'on peut dire. Il ne considère pas seulement la chasse comme un loisir, comme un divertissement. Il se consacre à la chasse à peu près 3 fois par semaine, selon la météorologie évidemment, et c'est pas simplement cela, c'est pas simplement une activité, à laquelle on se consacre. C'est aussi, un spectacle, c'est aussi, une mise en scène, c'est aussi, une technique également. Donc il s'intéresse aux diverses formes de chasse, et les artistes qui, travaillent au XVIIIe siècle montrent cela, et l'exposition de Versailles montrait très bien cela en, reconstituant une galerie qui a existé à la fin du règne, à Versailles, une galerie montrant donc des scènes de chasse, et galerie qui commençait par, ces 2 grands tableaux. Ces 2 tableaux étaient réalisés par le peintre Bachelier, Jean-Jacques Bachelier, donc en 1757, et ils ouvraient, ils permettaient d'entrer dans la galerie. Donc 2 grands tableaux montrant, pour le tableau de gauche, un lion d'Afrique combattu par des dogues, et pour le tableau de droite, un ours de Pologne arrêté par des chiens de forte race. Donc pour le chasseur qu'est Louis XV, il s'agit là pas forcément d'une chasse qu'il a pratiquée effectivement, mais d'une technique et d'un art qu'il appréciait particulièrement. C'est le même commentaire qu'on peut faire pour les autres peintures de la galerie qui avaient été réalisées antérieurement, dans les années 1730, une série de peintures dites chasse exotique, une collection de peintures qui s'est étoffée au fil du temps, exécutées par les peintres les plus fameux de l'époque. Ces tableaux montrent donc des chasses particulières, et j'ai choisi d'en montrer une, c'est la chasse au lion que propose Jean-François de Troyes, donc en 1735. Grande peinture, donc dans cette galerie des chasses exotiques,
qui avait existé au château de Versailles, qui avait été ensuite démantelé. Le lieu a été transformé dans son attribution, et les peintures sont maintenant présentées au musée de Picardie à Amiens. Alors, dernière grande passion du roi, le bâtiment. Passion qu'il avait en commun, évidemment, avec son arrière-grand-père, mais qui n'a pas donné les mêmes formes qu'à l'époque de Louis XIV. Louis XV s'intéresse à l'architecture, s'intéresse à l'urbanisme, s'intéresse au décor intérieur aussi des bâtiments. Et cela a été très bien montré par l'exposition de Versailles. On montrait par exemple l'intérêt porté par le monarque à l'embellissement des villes en général et à l'embellissement de Paris en particulier. Cette toile évoque donc la pose de la première pierre de la nouvelle église Sainte-Geneviève en 1764. On voit donc le bâtiment que l'on va construire, autrement dit, il s'agit ici d'un échafaudage, d'un montage, d'une toile peinte. Là, le bâtiment donc, que l'on va construire au moment de la pose de la première pierre, en présence évidemment du souverain, ici, en majesté, si l'on peut dire. On voit qu'il s'agit d'une toile peinte parce qu'on peut voir à travers le reste de la place. Cette nouvelle église Sainte-Geneviève, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Panthéon. Donc elle a évolué au fil du temps, on l'a dotée d'une coupole qui n'était pas prévue initialement, et donc il s'agit de la première pierre du Panthéon, l'un des monuments emblématiques du XVIIIe siècle parisien, qui est donc élaboré dans ses principes à l'époque de Louis XV. Euh, un autre exemple qui était donné pour illustrer cet intérêt du roi pour l'urbanisme, c'est les grands projets de place royale qui ont été élaborés pour plusieurs des grandes villes françaises à l'époque de Louis XV. Projet des places royales, donc, que l'on peut illustrer à travers ces gravures, montrant donc les projets pour Nancy, pour Rouen, pour Paris, évidemment, la place de la Concorde, et pour Bordeaux, la place qu'on appelle aujourd'hui la place de la Bourse, qui était donc la place royale au XVIIIe siècle, cette place de la Bourse au bord de la Garonne, qui est un port, du moins il y a des installations portuaires, et une mise en scène de la place qui a été procurée par la famille Gabriel. Et bien entendu, cette place a évolué dans son décor. Aujourd'hui, on a créé un miroir d'eau pour refléter la lumière, mais enfin, on a là un décor assez caractéristique du style de Louis XV. Les places royales étaient ornées de statues du souverain, de statues équestres du souverain. Certaines de ces statues ont été érigées sur la place, et aucune de ces statues ne s'est conservée jusqu'à nos jours. Lorsqu'elles avaient été érigées, elles ont été renversées à la Révolution, mais les bronzes, les esquisses, les projets préparatoires de ces statues ont été conservés. Et d'ailleurs, Louis XV aimait à collectionner précisément des modèles réduits, en quelque sorte, de ces statues. Plusieurs étaient montrés ici, et celui-là, notamment, c'est le modèle réduit de la statue érigée à Bordeaux, donc en 1769. Un portrait du roi. Alors, de cet intérêt porté par Louis XV à l'urbanisme, à l'architecture et aux arts en général, eh bien, l'on tirait à Versailles le thème de la troisième partie de l'exposition Louis XV et les arts de son temps, où l'on cherchait à montrer quelques facettes de ces arts décoratifs à l'époque de Louis XV. En particulier, en essayant d'illustrer, et sinon de définir, le style rocaille. Le style rocaille, donc, qui se caractérise par une prédominance de la courbe, par une polychromie très légère, parfois pas de couleur, ou alors des dorures, et le recours à des thèmes comme des éléments comme le coquillage, comme la spirale, comme l'arabesque, pour caractériser donc le décor. Et ici, on a un ensemble de porcelaine de Saxe qui avait été commandé à, à Meissen, donc à Dresde, par les lecteurs de Saxe pour, au moment de la guerre de succession d'Autriche, il y a des questions d'une alliance entre la Saxe et la France. Et donc, cette manufacture de Meissen avait élaboré ces objets destinés à être offerts au roi Louis XV. Les évolutions diplomatiques ont fait que les objets n'ont pas pris le chemin de Versailles, ils sont restés en Saxe où ils sont exposés aujourd'hui. On montrait également un lustre
le lustre de Madame de Pompadour, l'un des deux lustres de Madame de Pompadour, dont les armes figurent sur les lustres, et donc un chef-d'œuvre d'orfèvrerie dans le style rocaille qui est l'expression que l'on emploie habituellement pour désigner ce qui est en fait la variante française du style rococo, donc une variante du style baroque pour le XVIIIe siècle. Et ces lustres en bronze doré sont l'un des chefs-d'œuvre du style rocaille. L'un des deux était présenté durant l'exposition. De même qu'étaient présentés ces girandoles, donc ces objets assez étranges, où l'on a des objets en porcelaine de Chine qui sont montés sur donc un support en bronze ciselé et doré, ce qui donne évidemment un aspect particulièrement mouvementé qui est très bien visible dans cette paire d'objets qui existe encore en collection particulière aujourd'hui. Euh, L'exposition se terminait par une grande salle où l'on montrait des objets d'art, donc on continuait sur ce sujet, mais on montrait des objets d'art que le roi avait pu voir, avait pu utiliser, avait pu toucher éventuellement. Euh, donc avec ces objets, une grande salle avait été équipée et décorée, c'était la fin de l'exposition. Donc dans cette salle, on disposait des tapisseries, on disposait des tapis de la savonnerie, on disposait des meubles, notamment ici la commode ayant figuré dans la chambre du roi au palais de Versailles, et d'autres objets aussi qui permettaient d'évoquer non pas simplement les arts décoratifs à l'époque de Louis XV, mais qui permettaient d'évoquer l'environnement particulier dans lequel le roi avait évolué. Alors commençons par ce meuble. Une commode provenant de la chambre à coucher de Louis XV, une commode soigneusement travaillée, avec une marqueterie, avec des bronzes ciselés, avec des tiroirs visibles et d'autres un peu moins visibles, une commode dont on sait qu'elle a accompagné Louis XV à partir de 1739 jusqu'à la fin de sa vie, donc en 1774. Alors, particularité de cette commode, outre son aspect de chef-d'œuvre de, de l'ébénisterie française du XVIIIe siècle, c'est un objet qui se trouve dans la collection Wallace à Londres, et de même que le tableau de l'Argilière ou de l'entourage de l'Argilière qu'on voyait tout à l'heure, en principe, ces objets ne sortent pas de la collection Wallace, là, exceptionnellement, ils avaient fait le voyage jusqu'à Paris. Et pourquoi? Eh bien, pour le tableau comme pour la commode, l'argument c'est qu'il s'agissait de restaurer les objets, il fallait donc bien qu'ils sortent de leur emplacement habituel, qu'ils quittent leur emplacement habituel, et par conséquent, pourquoi ne pas faire un crochet, si l'on peut dire, par le château de Versailles. Euh, voilà donc une vue rapprochée de cette commode de la chambre de Louis XV. La mise en scène se continuait par la présentation des portraits des deux principales favorites du règne, donc Madame de Pompadour à gauche, Madame du Barry à droite, des portraits qui les mettent en scène et au pied de ces portraits, deux meubles qui ont appartenu à l'une et à l'autre. Alors si on prend le portrait de Madame de Pompadour par Drouet, on peut considérer que c'est probablement le portrait le plus précis, le plus exact de Madame de Pompadour à la fin de sa vie, c'est-à-dire à un moment où elle est l'amie personnelle du roi, si l'on peut dire, où elle n'est plus la maîtresse en titre. Il y a donc toute cette période où Madame de Pompadour a réussi à convertir sa position de favorite en une position d'amie et de familière du roi. C'est cela que le peintre cherche à montrer. On voit Madame de Pompadour à son métier à broder, et c'est probablement un portrait très fidèle de la marquise, qui est vraiment à la fin de sa vie. Elle meurt en 1764. Et donc, au pied de ce tableau, eh bien, on avait déposé un secrétaire ayant été placé dans la chambre de Madame de Pompadour au château de Choisy. Donc, un autre exemple de l'ébénisterie française du XVIIIe siècle. Sur la partie droite figurait un portrait de Drouet aussi, mais de Madame du Barry, donc
quinzaine d'années, une vingtaine d'années plus tard. Là, on est vraiment à la fin du règne de Louis XV, et Madame du Barry est représentée donc en, en muse des arts, puisqu'on voit qu'elle tient dans les mains un instrument de musique, qu'il y a à ses pieds des sculptures, donc la muse des arts qu'elle n'est pas véritablement en fait, hein. Donc à la fin du règne de Louis XV, et au pied du tableau, un meuble, une commode, avec la particularité que cette commode est décorée de plaques de porcelaine de Sèvres qui euh, reprennent le thème donc de la fête galante, le thème que Watteau avait introduit 50 ans plus tôt, et qui a colonisé tous les arts et même les lettres au XVIIIe siècle. Alors cette belle salle, donc très évocatrice de l'atmosphère qui pouvait régner au château de Versailles au XVIIIe siècle, cette belle salle était la dernière de l'exposition. Et donc les commissaires de l'exposition avaient proposé une conclusion. Pas facile de terminer une exposition. Donc une conclusion qui était incarnée par cette installation d'un groupe d'artistes, d'artisans qui a pris euh, la raison sociale de collectif Lignereux, du nom d'un artiste du XVIIIe siècle. Il s'agit donc d'une installation composée de fontaines en céramique, en bronze ciselé, et donc évoquant cette formule qui l'on prête à Louis XV, après nous, le déluge. C'est une formule dont on peut penser que Louis XV ne l'a pas véritablement utilisée, hein, n'est pas attesté véritablement, mais même l'aurait-il utilisé que c'est une formule qui n'a pas beaucoup de sens pour servir de conclusion à une exposition, alors qu'il y avait la possibilité de proposer au moins deux conclusions à cette exposition, simplement en considérant les portes qui permettaient de sortir de cette salle. Il y a la porte de gauche qui est la porte de sortie de la salle, mais je vous invite à entrer en ma compagnie à travers la porte de droite, et donc à aller visiter, ce qui est une conclusion tout à fait adaptée à l'exposition, aller visiter le château de Versailles dans les installations, dans les pièces, dans les appartements qui ont été réalisés à l'époque de Louis XV. Il y a un Versailles de Louis XV qu'il ne faut pas méconnaître. Et au fond, c'est une conclusion possible pour l'exposition. Ce Versailles de Louis XV, il faut le pointer. Ce que l'on voit ici, c'est une vue aérienne du château de Versailles. L'essentiel a été réalisé à l'époque de Louis XIV, on le sait bien. Et donc, quand on visite le château de Versailles aujourd'hui, quand on prend la visite standard, on visite le Versailles de Louis XIV. C'est-à-dire qu'on entre ici, c'est là qu'il y a la billetterie, le vestiaire, etc. On traverse la cour de marbre pour aller dans cette partie jusqu'au premier étage. Et donc, au premier étage, on va visiter le grand appartement du roi, la galerie des glaces, puis l'appartement de la reine, et on sort par là. Ça, c'est la visite standard du château de Versailles aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on visite surtout le premier étage du corps central, de l'avant-corps central du château. Et si on veut visiter le reste, alors eh bien, ce sont des visites thématiques, ce sont des visites spéciales, des visites guidées, par exemple la galerie des batailles ici, ou bien alors les salles de l'époque Louis-Philippe qui ont été ménagées dans l'aile de gauche sur la photographie. Euh, Notons la disposition et le plan en quelque sorte du corps central. Il y a un niveau en rez-de-jardin qui peut être composé d'appartements. Il y a donc le premier étage qui est l'étage noble officiel pour le château. Et puis, il y a un deuxième étage composé de pièces beaucoup plus basses de plafond, mais qui peuvent aussi, surtout sur les parties latérales, qui peuvent être des pièces d'habitation. Donc, visiter le Versailles de Louis XV, eh bien, c'est par exemple aller visiter l'appartement du dauphin qui se trouve là, aller visiter l'appartement des filles de Louis XV qui se trouvait ici, en rez-de-jardin, ou bien alors aller visiter les appartements de Madame de Pompadour qui se sont déplacés un petit peu dans le château, mais qui ont fini par être abrités au-dessus, si on peut dire, au-dessus de l'appartement du roi, du grand appartement du roi.
Et puis, par ailleurs, on peut visiter aussi, on va d'ailleurs commencer par là, l'appartement de Louis XV, le petit appartement, comme on dit, les appartements privés donc du roi, qui sont ici, au premier étage. Et nous visiterons ensuite l'appartement de Madame du Barry, qui se trouve donc au deuxième étage de cette partie donnant sur la cour de marbre. Donc, il y a une partie donnant sur la cour de marbre, une partie donnant sur les jardins. Alors commençons par le petit appartement. Voilà un plan du corps central du château où l'on voit la disposition que Louis XIV avait donnée à ces différentes salles qui figurent en enfilade. Il y a donc le grand appartement du roi, composé de salles, de salons, qui débouche sur la galerie des glaces. Et puis, l'appartement de la reine. C'est le circuit actuel de visite standard, disons, du château. Ce grand appartement du roi est particulièrement solennel. Et donc Louis XIV avait fait aménager en arrière, sur la cour de marbre, toute une série de salles dans lesquelles il pouvait trouver éventuellement un peu de repos et dans lesquelles il pouvait disposer ses collections, ses objets d'art. C'est la situation que trouve Louis XV en rentrant à Versailles en 1722 et dans les années qui suivent. Donc lui va faire aménager toute cette enfilade de salles en salle d'habitation. Ce sera son petit appartement où il se tient de façon, on pourrait dire, préférentielle. Dans ce petit appartement, il y a en particulier, à l'angle donnant sur la cour de marbre et sur la cour d'honneur, il y a donc le cabinet d'angle. C'est sa pièce de prédilection, si l'on peut dire, donc dans le château, à partir des années 1730, donc dès le début du règne personnel, on pourrait dire, de Louis XV. Et donc ce cabinet d'angle et ces salons ont été aménagés peu à peu, ont été remaniés plusieurs fois. Mais on voit là le secrétaire sur lequel travaille Louis XV à la fin du règne, qui est là aussi un chef-d'œuvre d'ébénisterie et de bronzerie ciselée. Ce secrétaire a la particularité d'être un secrétaire à secret et à tiroir, et dont le volet peut être fermé d'un seul tour de clé, un quart de tour de clé pour fermer tous les tiroirs. C'est le secrétaire qui permet à Louis XV de dissimuler les papiers sur lesquels il travaille à la fin de son règne. Le tout donc dans un salon qui est aménagé et décoré de boiseries dues à Jacques Verbergt, qui est le grand ébéniste donc du milieu et du début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors voilà une autre pièce du petit appartement, c'est le cabinet de la pendule, où l'on voit la pendule de passement lorsqu'elle n'est pas présentée dans l'exposition, où l'on voit aussi le modèle réduit de la statue de Bordeaux, comme vous voyez tout à l'heure, donc qui est présenté habituellement dans le cabinet de la pendule à Versailles. Voilà, donc un aspect du petit appartement du roi tel qu'il se présente aujourd'hui, tel qu'il a été reconstitué et qu'il se présente aujourd'hui. Toutes ces salles d'époque Louis XV ont, depuis une trentaine d'années, fait l'objet d'une restauration très soignée. Et donc cette restauration est à peu près achevée maintenant. Alors, les autres appartements qu'on peut visiter, enfin dans lesquels on peut jeter un œil, eh bien, ce sera donc l'appartement du Dauphin en rez-de-jardin, sur la partie donc la partie sud-est, hein, donc vers la pièce des Suisses, il y a le midi. Cet appartement du Dauphin qui est donc composé de quelques pièces, notamment d'un grand cabinet que l'on voit là, avec les murs couverts de boiseries claires, encadrés de boiseries dorées, c'est un privilège des princes. Et puis, parmi les autres pièces composant l'appartement du Dauphin, sa bibliothèque. Et c'est là que se trouve l'édition de Buffon qui était présentée dans l'exposition. Donc le Dauphin, c'est le prince héritier, c'est Louis Ferdinand, c'est le personnage qui est le prince héritier jusqu'en 1765, c'est-à-dire le successeur potentiel. Le problème des héritiers, c'est qu'ils sont héritiers le jour où la succession s'ouvre, et pour ça, il faut survivre jusqu'à ce jour-là, ce qui n'a pas été le cas de Louis Ferdinand. Alors, autre appartement qu'on peut visiter, en vis-à-vis, si l'on peut dire, donc au rez-de-chaussée du corps central donnant sur le jardin, mais dans la partie nord-est, l'appartement des filles de Louis XV. Les filles de Louis XV, j'ai dit tout à l'heure, ont une place tout à fait éminente dans la cour de leur père, donc pendant des décennies.
elles ont une place éminente, mais elles n'ont aucune fonction, elles n'ont aucune position officielle. Elles ont une position publique, mais pas une position officielle. Ce qui peut leur arriver de mieux, éventuellement, c'est qu'elles se marient, mais enfin, ce sont des parties extrêmement brillantes, filles du roi de France. Il faut trouver des mariés. Des projets, bien sûr, ont été élaborés au fil du temps, mais aucun n'a abouti, tout au moins pour les 4 filles de Louis XV qui résident à Versailles. On a vu les portraits tout à l'heure. Alors, celle qui peut être évoquée assez bien dans ces pièces, c'est pas Madame Adélaïde. Madame Adélaïde est la figure la plus visible, celle qui est un petit peu la maîtresse, la chef de ce quatuor de princesses. Mais c'est plutôt Madame Victoire qu'on peut évoquer. Madame Victoire qui avait une personnalité plus effacée, hein, plus simple peut-être, mais qui avait la particularité d'être musicienne. Toutes les princesses jouent de la musique, mais elle en joue véritablement bien. Elle joue du clavecin en particulier, au point qu'en 1764, eh bien, elle reçoit la visite d'un phénomène de foire qui parcourt l'Europe avec son père, le jeune Mozart. Mozart est né en 1756. En 1764, il a donc 8 ans, et il vient montrer ce qu'il sait faire à Madame Victoire dans ses appartements du château de Versailles. Et peut-être qu'il a joué sur ce clavecin qu'on voit là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que deux des premières sonates de Mozart, les Köchel 6 et 7, ont été dédiées à Madame Victoire, soit par l'enfant, soit plus probablement par son père, et impresario, si l'on peut dire. Mais enfin, 2 sonates de Mozart, donc dédiées à Madame Victoire. C'est une façon d'évoquer cette princesse qui est un petit peu oubliée, évidemment, mais enfin qui a quand même survécu à son père, qui était l'une des figures publiques de la cour de son frère, donc Louis XVI, et de son neveu, plus exactement, Louis XVI, et qui a même survécu à la Révolution. Elle est partie en exil en 1791 et elle est morte à Trieste en 1799. Alors, autre salon évoquant la décoration d'époque Louis XV, c'est le salon d'Hercule. C'est en fait le premier salon que l'on rencontre quand on visite le château de Versailles aujourd'hui dans le parcours standard. Lorsque l'on monte de la cour de Mar, on arrive là. Et c'est un salon qui était en cours d'aménagement à la fin du règne de Louis XIV. C'est là que se trouvait la chapelle. Mais la chapelle est transformée à la fin du règne de Louis XIV et elle prend la forme qu'elle a aujourd'hui, tout à côté d'ailleurs. Et donc l'emplacement de l'ancienne chapelle était en cours de réaménagement à la mort de Louis XIV, et c'est à l'époque de Louis XV que on lui a donné le décor que vous voyez là. Donc un décor de transition, si on peut dire, entre l'époque Louis XIV et Louis XV. Fleuron du château à l'époque de Louis XV, l'Opéra Royal. Alors cet Opéra Royal a été inauguré à la fin du règne, en 1770. Donc pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'opéra installé véritablement à Versailles. Louis XV s'en méfie un petit peu, et puis finalement, il a pris la décision de faire réaliser cet opéra. On raconte que l'idée était d'aménager une salle de prestige pour les mariages prévisibles de ses petits-enfants. Louis XV a eu un fils, ce fils a eu 3 fils qui ont été tous les 3 rois. Louis XVI, bien sûr, avant la Révolution, et ses 2 frères, Louis XVIII et Charles X, après la Révolution et l'Empire. Et donc, le mariage de ces princes royaux, dans les années 1770, a été l'occasion de grandes festivités, et l'Opéra Royal a été conçu pour cela. Et on a conçu aussi une salle modulable, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire un théâtre d'opéra, que l'on voit là, mais qui peut être transformé en salle de bal, en salle de banquet. Il y a donc tout un mécanisme, toute une machinerie qui permet de transformer la salle, bon, évidemment pas en 1 heure, hein, mais en 2 jours, qui permet de transformer la salle pour un usage adapté aux besoins qu'on peut en avoir. Donc la visite de l'Opéra Royal, ça peut être aussi un complément, ça aurait pu être un complément à la visite de l'exposition de Louis XV, Les Passions d'un roi. De même que la visite des appartements des 2 dernières favorites, Madame de Pompadour, dont l'appartement se trouve donc côté jardin, et Madame du Barry, dont l'appartement se trouvait côté cour. Alors voilà donc un aspect de l'appartement de Madame de Pompadour, organisé pour cette favorite. Voilà, un style décoratif caractérisé par la présence de murs de boiserie blanche, ce qui est en principe le privilège des princes.
quant à l'appartement de Madame du Barry, donc, il date de l'extrême fin du règne et on peut voir l'évolution du style décoratif, du style rocaille au style néoclassique qui va prédominer à l'époque de Louis XVI. Donc c'est cette partie des appartements qui vient d'être restaurée. Elle a fait l'objet d'une restauration importante au fil du temps et le tout est terminé donc depuis quelques mois. Alors, voilà, ici on est dans l'appartement de Madame du Barry. On voit la simplicité plus grande de la décoration. Donc on a nettement évolué vers le style Louis XVI et l'inspiration néoclassique. Bien entendu, dernier élément permettant de brosser le portrait des arts à l'époque de Louis XV, c'est le Petit Trianon aménagé par Gabriel dans les années, enfin autour de 1760, et qui est un pavillon donc installé dans le parc du château de Versailles, pavillon de toute petite taille, euh, aux murs décorés de manière sobre. Cette façade-là est la plus décorée et pavillon où le roi pouvait trouver à s'éloigner un petit peu de l'étiquette pesante de la cour. C'est là qu'il a ressenti, en avril 1774, les premières atteintes de la maladie qui devait l'emporter, et cette maladie, c'était la variole. Alors, si nous revenons dans la dernière salle de l'exposition, j'avais indiqué tout à l'heure que la conclusion, on pouvait la trouver à travers les portes. Soit la porte de droite pour aller visiter le Versailles de Louis XV, soit la porte de gauche qui peut être la conclusion donc à, à cette exposition ou à cette évocation d'exposition à laquelle je me suis livré. Alors la conclusion, on peut la faire à partir du portrait qui était fixé donc près de cette porte, portrait réalisé par le peintre Montpetit en 1774. Alors ce portrait est intéressant à deux titres. D'abord, il est réalisé selon la technique de la peinture éludorique, une peinture très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, et qui consiste en fait, si je simplifie, à peindre sur une toile qui va être collée sur un verre. Donc, pas de vernis, toile collée sur le verre, et le verre permet d'obtenir une luminosité plus grande, une clarté plus grande, un éclat plus grand pour la peinture. Bon, la technique ensuite n'est plus employée, mais enfin, elle a été très utilisée à la fin du XVIIIe siècle. On considère que ce portrait de Louis XV est l'un des premiers exemples de peinture éludorique qui ait été réalisé. On sait que le roi a posé pour ce portrait en mars 1774. On voit donc un Louis XV qui va bientôt avoir 65 ans, il est né en 1710. On voit un roi Louis XV qui n'est plus le jeune homme des débuts du règne, bien sûr, enfin, qui est encore apparemment en bonne forme. Le tableau est réalisé en mars 1774 et 6 semaines plus tard, au début du mois de mai, Louis XV meurt. Il meurt d'une maladie infectieuse, la variole. Il meurt donc assez rapidement. Et c'est donc la dernière image que l'on peut avoir de Louis XV. Euh, cette dernière image, si on veut en faire une conclusion, cette dernière image, on peut la rapprocher d'une autre que les commissaires de l'exposition proposaient une fois qu'on avait franchi la dernière porte. Une autre image montrant Louis XV, une vingtaine d'années plus tard, donc 20 ans après sa mort, euh, au moment de la profanation des tombeaux royaux dans la basilique de Saint-Denis. Les tombeaux royaux ont été violés donc en 1793 et le peintre Alexandre Lenoir a réalisé rapidement des dessins, des aquarelles en fait, pour conserver l'image de ces dépouilles royales qui allaient disparaître. Il en a réalisé quelques-unes et en particulier celle de Louis XV. Donc, au fond, c'est l'occasion de faire une conclusion aussi pour l'exposition qu'on vient de voir et pour le règne que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire quel bilan tracer du règne? Comment comprendre que le personnage que l'on voit là et ces restes mortuaires que l'on voit ici ne sont séparés que par moins de 20 ans, en fait? Comment comprendre ça? Qu'est-ce que c'est que la Révolution? Comment arrive-t-on à la Révolution française? Alors évidemment, ce n'est pas le lieu, cette exposition, de faire une réflexion générale sur la Révolution française. Bien sûr, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le lieu non plus de se demander si un homme seul a été le responsable de la Révolution, bien sûr, ni si un homme seul aurait pu empêcher la Révolution. Mais quand même, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que sous le règne de Louis XV, le pouvoir royal s'est heurté
à des oppositions, une double opposition qui s'est levée petit à petit. D'abord l'opposition on pourrait dire de la haute aristocratie, que le régime de Louis XIV avait bridé, tenu en lisière, et qui a cherché à trouver une sorte de revanche à l'époque de Louis XV, notamment à l'époque de la minorité de Louis XV. C'est-à-dire que l'aristocratie a voulu récupérer en quelque sorte l'aura qu'elle pouvait avoir à l'époque féodale, sous couvert de critiquer les excès de l'absolutisme que Louis XIV et Louis XV incarnaient. Donc une opposition, si on peut dire, une opposition politique un petit peu réactionnaire. Voilà ce qu'incarne la haute aristocratie au XVIIIe siècle. Euh, D'une certaine façon, on peut faire de Montesquieu le théoricien de cette opposition. Et puis, il y a une autre opposition qui s'est levée, qui est l'opposition des parlements. Les parlements, sous l'Ancien Régime, ce sont les tribunaux, en fait. Et les parlements, le Parlement de Paris en particulier, a depuis des siècles une fonction bien précise, c'est de, de, de tenir le compte des décisions royales, d'enregistrer les décisions royales, les écrire dans les registres pour pouvoir les appliquer, et de faire éventuellement des observations sur telle ou telle incongruité qui pourrait être repérable, c'est-à-dire une discordance entre le nouveau texte, la nouvelle décision, et les décisions antérieures. C'est ce qu'on appelle faire des remontrances, hein, montrer qu'il y a quelques difficultés. Et donc, les parlements, surtout le Parlement de Paris, ont exploité ce pouvoir de remontrance pour en faire justement un pouvoir de contestation de l'autorité royale. Et de ce fait, il y a donc une double opposition, celle de l'aristocratie, celle des parlementaires, double opposition qui s'est levée et contre lesquelles Louis XV et ses ministres successifs ont cherché à lutter avec une certaine efficacité, si on prend par exemple le cas des réformes menées par le chancelier Maupoux, donc à la fin du règne, des réformes consistant en réalité à redéfinir le rôle du Parlement, à redéfinir ses attributions, à limiter le pouvoir de remontrance. Et ces réformes donc, des années 1770 ont été critiquées assez largement comme des abus de pouvoir. Seul Voltaire a remarqué que elles étaient au contraire, ces réformes, des réformes de modernisation du régime. Mais les autres philosophes, Diderot en particulier, en ont fait un signe de tyrannie, en réalité. Donc, les bases même du régime de la monarchie absolue sont en cause, sont contestées à l'époque de Louis XV. À cela, on peut ajouter les difficultés en matière diplomatique. J'ai évoqué tout à l'heure la guerre de succession d'Autriche, mais il y a aussi la guerre de 7 ans, c'est-à-dire bien sûr la perte du Canada, donc en 1763. Tout cela vient bien sûr alourdir en quelque sorte le passif du règne. Et donc, bien entendu, on ne peut pas incriminer une seule personne, hein, mais le fait est que euh, dans le bilan du règne, il faut faire intervenir ces déboires, ces critiques, ces oppositions qui ont leur traduction dans ce que l'on n'appelle pas encore l'opinion publique, mais qui néanmoins commence à exister, c'est-à-dire les rumeurs, les ragots, qui sont colportés contre, par exemple, le parc Auxerre, dont on a parlé tout à l'heure, les commentaires sur le traité d'Aix-la-Chapelle, le traité de Paris, donc Aix-la-Chapelle, fin de la guerre de succession d'Autriche, Paris, fin de la guerre de 7 ans. Tout cela donc est ressenti et présenté comme les déboires du règne, les déboires du roi. Alors, ce n'est bien sûr pas un homme seul, fut-il le roi, qui est la cause de la Révolution, ni un homme seul qui pouvait empêcher la Révolution, mais le roi Louis XV est évidemment lié à la Révolution française. Et cet aspect-là, qui n'est pas le sujet d'exposition, bien sûr, mais cet aspect-là, l'exposition de Versailles l'a complètement occulté. Donc, il convenait de rétablir ou de rectifier un peu cette omission ou ce choix, tout au moins, qui avait été réalisé.